Et bonsoir à tous. Bon, je pense que vous m'entendez bien, ça me gêne un peu. Hop là. Bon, bonsoir à tous. Fin de journée sur ce Lyon Craft 2026. C'est une présentation assez interactive. Vous avez le droit de poser des questions, vous avez le droit de réagir en live. Vous avez le droit de témoigner. Il suffit juste de lever la main. Voilà, et Colin vous donnera un micro. Petite introduction, donc évolution du rôle du manager à l'ère de l'intelligence artificielle et de l'automatisation, avec en baseline la fin du middle management ou l'ère de l'ingénieur augmenté. Piste de réflexion, bien malin, j'ai eu l'occasion de participer à d'autres calls, d'autres talks tout à l'heure. Bien malin celui qui sait exactement ce qui va arriver dans les prochains mois, dans les prochaines années, que ce soit d'un point de vue technologique, d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue management. Cette présentation a vocation à amener des pistes de réflexion et à amener des suggestions, propositions. Donc voilà, donc on va pouvoir commencer. Alors je crois que ça marche, donc je vais m'en servir. Je vais quand même faire une petite présentation par qui je suis, donc Raphaël Despinas. J'ai mis mon parcours très rapide, ingénieur de formation, développeur à une autre époque. Je pense que personne n'a vraiment connu cette époque-là dans cette salle. En tout cas, tous ceux que j'ai rencontrés et que j'ai croisés sur Lyon ne m'ont pas connu à cette époque-là. Et accessoirement, manager, leader, on appelle ça comme on veut, à mon corps défendant, hein, bien évidemment. Je suis revenu sur Lyon en 2016 pour créer l'agence lyonnaise de Hippon Technologies. Certains, pour le coup, l'ont connu. J'ai basculé dans un deuxième temps sur le fonds d'investissement d'Hippon Technologies avec l'identification de projets, de start-up et le financement de ces start-up-là. Il se trouve que les 4 projets sont still alive, donc j'en suis plutôt content. Ouais, bon. Et par la suite, j'ai été le DG France de Hippon, donc 500 collabs et 9 agences quand même, dont Lyon. Et puis plus récemment, puisque finalement il y a 2 ans, j'en suis parti, je me suis mis indépendant et aujourd'hui je conseille des entreprises, des organisations sur des enjeux de transformation IT en règle générale, mais pas que. Voilà, ça c'est pour une rapide présentation. J'ai essayé de faire une présentation avec un public de crafters, donc un public de développeurs. Donc, je me suis permis un component status deprecated sur le middle management. Donc, au moins 3, voilà, j'utilise 3 stats. Donc, sur les enjeux de management pur, donc 70% des actions managériales sont déjà automatisables, stat Gartner. Sur la partie emploi, c'est alors la stat de Goldman Sachs à terme, hein, parce que je parle de perspective, pour le coup, c'est pas dès maintenant. C'est 300 millions d'emplois impactés, affectés entre maintenant et les prochains mois, années. Donc, c'est quand même une stat énorme au niveau mondial. Et le troisième, c'est sur la partie purement tâche. Donc là, c'est plus du management, c'est plus un jeu d'emploi, mais vraiment dans le quotidien des gens et en particulier des managers pour le coup. La stat, donc Bernard Mars, c'est un auteur, influenceur, rédacteur de livres, un peu spécialisé sur le monde de la tech américain. Bon, lui, il annonce 40% des tâches sont déjà automatisables. Moi, j'aurais presque tendance à dire que c'est bien plus que ça encore, mais disons que j'ai repris sa stat quand même. Et voilà, en effet, cette révolution de l'IA touche à peu près tous les métiers, toutes les activités humaines, manifestement. Il se trouve que là, on est là pour parler du middle management, et il se trouve quand même que le middle management est significativement impacté, puisqu'on va tous se rendre compte que est-ce que ça servait vraiment à quelque chose, tout ça? Mes stats, c'est en vrai, on n'y est encore pas. Ce sont des perspectives, c'est vraiment l'approche de se dire c'est faisable, c'est possible. Est-ce que vraiment dans la vraie vie, c'est déjà le cas et c'est déjà mis en œuvre? Non. Mais bon, progressivement, on y va. Bon, j'ai essayé de faire une métaphore filée sur la partie tech, bug identifié, impact sur le middle management justement. Donc si on regarde la logique par couche, donc on est censé, d'où le middle management, avoir un top management, un middle management, et plutôt des gens qui sont en contribution en opération encore en dessous.
Voilà. La partie middle management qui correspond à la coordination, la supervision et le reporting, qui est quand même bien la preuve que ça sert à rien, ce truc, poubelle. Poubelle. Et là, 3 cas, encore une fois, qui sont une autorité probablement publique. Hein, j'ai rien inventé. Je pense que vous en avez tous à peu près entendu parler. Donc, le cas Block. Donc, c'est Jack Dorsey, l'ancien patron de Twitter, X, machin, qui a monté Block, qui a annoncé, je crois, en début d'année, la suppression de 40% de ses effectifs dans le management en particulier, pour s'appuyer sur une architecture IA. Ça, je pense que vous l'aviez tous. Bon, le deuxième, c'est le cas Amazon. Hein, c'est 13 000 postes supprimés, en particulier sur des managers. Là, l'enjeu, c'est d'augmenter le ratio manager-contributeur pour aller chercher plus de production, plus de productivité. C'est quand même assez significatif. Certains pourraient répondre, oui, mais il a rembauché d'autres gens derrière qui n'étaient pas les mêmes profils, etc. Certes, en attendant, c'est 13 000 middle management en moins, quand même. Et la dernière, c'est la prédiction Gartner. J'en ai un petit peu parlé un peu la slide d'avant. C'est une entreprise sur 5 supprimera plus de 50% de son middle management grâce à l'IA. Encore une fois, c'est une prédiction. Est-ce que c'est d'actualité aujourd'hui? Non. Est-ce que ça va l'être? Peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, cette approche du middle management qui consistait à être dans la coordination, la supervision et le reporting va avoir tendance à se faire bousculer, à minima. Application du patch, réorganisation, peut-être nouvelle approche de cette logique pyramidale, ou en tout cas en strate avec top management, middle management et contribution. C'est peut-être une approche avec en top l'humain, de manière globale, avec des approches, des enjeux autour de la créativité, de la connaissance et de la maîtrise du contexte de l'entreprise et de son environnement et de son organisation. Et un troisième volet que je fais rentrer dans ce slide-là, c'est la partie éthique. J'aurai l'occasion d'y reparler, justement sur les évolutions du middle management, l'éthique. Et finalement, la couche intermédiaire, qui est plus une couche d'orchestration, où là, on retrouverait des enjeux de régulation, de culture et d'innovation, donc vraiment des enjeux culturels au niveau de l'entreprise. Et finalement, le dernier bloc qui serait l'IA, qui serait dans une logique d'exécution pure de ce qu'on attend d'elle et de ce qu'on lui demande. Voilà. Et là-dessus, les perspectives de modification des systèmes, des organisations seraient plutôt sur 3 axes que j'introduis là. Donc, le focus sur les objectifs, il me semble, et vous aurez peut-être l'occasion de réagir là-dessus, que les prochains mois, années, seront des années où la perspective d'atteindre, la formalisation d'objectifs qu'on souhaite atteindre va être beaucoup plus déterminante qu'elle ne l'a jamais été jusqu'à présent. C'est probablement une bonne nouvelle pour le public qui est dans cette salle, parce que vous devez très probablement l'être plus majoritairement que la population dans sa globalité. Donc le focus sur les objectifs, design et amélioration des processus plutôt que simple transmission d'informations. C'est là où je repars sur la partie reporting. En fait, on s'en tape. Mesurer le succès, évaluation de la distance de la cible à atteindre, résilience de l'équipe et pilotage plutôt que dette cognitive, et pilotage de la dette cognitive plutôt que dashboard de tâches, réunions et partage d'informations. On va être enfin peut-être actif dans nos décisions et dans nos actions. Et puis après, la dernière, c'est la partie posture, coopération et régulation de charges plutôt que command and control. Encore une fois, le middle management a quand même cette réputation d'être dans le micro-management et le command and control. Du coup, le contrôle administratif est mort. Ou en tout cas, la perspective est là. Et donc, c'est bon ça, on va enfin pouvoir bosser. On va enfin pouvoir se passer de ces gens qui nous demandent des indicateurs, des KPI, des machins toute la journée. Et on va pouvoir, manifestement, enfin pouvoir produire. Oui, une notion quand même aussi importante sur finalement les enjeux d'organisation et les enjeux humains, que ce soit face à un collaborateur ou face à une IA, ça reste l'enjeu de la pensée humaine. Comment est-ce qu'on traduit nos attentes? Comment est-ce qu'on traduit nos demandes? Il va falloir quand même à un moment donné se poser la question de la vision qu'on a envie de porter. Beaucoup d'entreprises ont fait, en tout cas vivent à crédit sur ce type d'enjeu. Quelle est leur vision? Où est-ce qu'ils veulent aller? Pourquoi ils veulent le faire? Comment ils veulent le faire? Est-ce que le chiffre d'affaires qu'ils génèrent est un chiffre d'affaires, on va dire, pertinent dans le monde dans lequel on est? Je parle éventuellement d'écologie ou d'enjeux éthiques, encore une fois.
Et donc, l'enjeu du langage et l'enjeu de l'interaction avec les IA et avec ses collègues deviendra de plus en plus prépondérant. Encore une fois, aujourd'hui, on peut se contenter de gesticuler dans le monde de l'entreprise. On garde sa place et on garde ses prérogatives et on garde son salaire. Ça va peut-être être un peu moins vrai demain. Et du coup, en conséquence, là-dessus, quelles seraient les nouvelles compétences, ou les anciennes d'ailleurs, à mettre en œuvre dans un monde où le middle management va autant évoluer? Et je vais quand même faire une aparté avant de rentrer dans cette thématique de quelles seraient les compétences à mettre en œuvre. Sur le paradoxe de, je crois que ça se prononce Jevons, mais à la rigueur, ceux qui savent mieux le prononcer que moi me reprendront. On en a parlé un tout petit peu ce matin, c'est l'effet rebond. Alors, je l'ai remise de cette manière-là. Hein. Lorsqu'une amélioration de l'efficacité de quelque chose, là on parle évidemment de l'IA, mais ça peut être de plein d'autres domaines, donc le quelque chose, conduit à une augmentation du nombre de ce quelque chose plutôt qu'à une réduction, on appelle ça l'effet rebond ou le paradoxe de Jevons. Donc j'introduis vite fait ce personnage, donc c'est un Anglais, un économiste, s'appelle William Stanley Jevons, 1865, qui remarque que la consommation anglaise de charbon augmente après l'invention de la machine à vapeur par Watt. Donc on voit assez facilement le parallèle qu'on peut trouver avec l'IA. Finalement, on a l'impression que l'IA va nous amener moins de travail, en tout cas moins de temps à consacrer à la production de quelque chose, que ce soit du code ou des contenus divers et variés. Et au final, c'est possible qu'il y ait un effet rebond et qu'en vrai, ce soit une augmentation de ces productions en conséquence qui arrivent. Voilà. Et donc, si le progrès technologique rend plus efficaces ces organisations, ils incitent aussi à adopter de nouveaux comportements, créant de nouveaux besoins. Et donc là, c'est là où j'introduis le piège cognitif, la dette cognitive dont je parlais au tout début. Et donc, le piège, c'est que si la productivité apparente et le nombre de projets en parallèle ne sont plus en phase avec la bande passante mentale et le temps de réflexion, alors on peut observer une augmentation de l'intensité du travail cognitif et donc potentiellement des risques de burn-out plus. Parce que finalement, et vous l'avez, j'étais à la conférence dans la salle intermédiaire là, ce matin, et il y a des gens qui ont un peu abordé ces thématiques-là où finalement ils travaillent plus. Ils travaillent plus longtemps, ils travaillent le soir, voire la nuit, voire le week-end, voire à plein d'autres échelles de temps. Et finalement, c'est un peu ce paradoxe-là. On est censé travailler moins, en fait, on travaille plus. Et donc, en conséquence de ces nouveaux paradigmes-là, c'est super, on peut produire plus. L'entreprise, c'est ça qu'elle entend, hein, c'est ça qu'elle comprend hein, de base. Hein. C'est, vous êtes capable d'utiliser l'IA, génial, vous allez produire beaucoup plus que précédemment. Surtout qu'on a l'espèce de leitmotiv qu'on entend, même si c'est objectivement un peu faux, code égale 0 €. Le code n'a plus d'importance, ça vaut rien, c'est fini, de toute façon. Bon, il se trouve quand même qu'il faut payer les tokens pour le produire, mais bon, après, c'est un autre niveau. Du coup, c'est bon, parce que finalement, tout l'enjeu va être de se dire, comme on peut produire hyper vite, comme on en a à peu près plus rien à faire de savoir ce qu'on produit, parce que de toute façon, on peut le changer, on peut le modifier, on peut produire autre chose, on peut jeter à la poubelle, on peut faire tout ce qu'on veut. Bon, le risque quand même de se mettre à faire n'importe quoi est significatif, parce que si ça coûte rien, autant faire n'importe quoi. Et on va quand même à un moment donné revenir un peu les pieds sur terre. Et non, l'enjeu du middle management va quand même reprendre à un moment donné son intérêt, normalement son vrai intérêt. On va remettre les pieds un peu sur terre et on va quand même se donner les moyens de réfléchir. Donc voilà, ça c'était l'introduction du paradoxe de Jevons. Et donc, alors je crois que j'ai 5 propositions de compétences à développer pour le manager de demain. Donc la première compétence, c'est soft skills égale hard skills, égale hard skills d'ailleurs. Il y a 3 aspects. Donc le premier, c'est la partie humaine, c'est la partie intelligence émotionnelle. C'est censé être un skills de manager, ça, l'empathie. Voilà, c'est censé. Le deuxième, quand même, c'est la maîtrise des outils d'IA. Ça reste le manager de demain, donc normalement, il est censé savoir faire ça. Et le troisième, ça reste quand même un enjeu de management, c'est-à-dire à un moment donné d'avoir la vision stratégique et d'amener son organisation à la respecter, à la suivre et voire même à l'atteindre. Et donc, normalement,
le manager est au centre de ces trois-là. La partie humaine, la partie technique et la partie conceptuelle. Et en règle générale, si vous avez plus ou moins des responsabilités managériales, la vision stratégique, elle est un peu mise de côté parce qu'elle est un peu plus haut, mais normalement, vous êtes sur les deux parties de gauche, donc intelligence et maîtrise des outils. Normalement, vous êtes là. Malgré tout, si la machine produit le livrable, l'intelligence émotionnelle, du coup, parce que ça, c'est cette partie-là, c'est l'intelligence émotionnelle qui devient la compétence technique principale. C'est elle qui est critique pour son rôle de manager. Sinon, en vrai, il ne sert vraiment à rien à ce niveau-là. Et c'est à lui, en tout cas à ce rôle-là, de maintenir la résilience du système. OK, réflexion intéressante. Du coup, attends, si c'est nous qui maintenons la résilience du système, c'est-à-dire, encore une fois, la partie opérationnelle, ceux qui sont sous le middle management, finalement, on fait monter le prisme de responsabilité. Et c'est un peu l'enjeu de ma présentation d'aujourd'hui, c'est un peu le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est, en fait, vous avez tous aujourd'hui dans les mains la possibilité de prendre ou de reprendre, moi j'aurais tendance à dire de reprendre, mais en tout cas de prendre le pouvoir dans les organisations. Vu qu'il y a une strate qui va potentiellement entre disparaître et évoluer, et qu'en fait vous maîtrisez globalement ces trois éléments-là, en fait, demain, prenez le pouvoir dans les organisations, débarrassez-vous de toutes les personnes qui sont dans des logiques de reporting, dans des logiques de KPI, on ne comprend pas vraiment à quoi ça sert, c'est juste pour que quelqu'un soit content de son petit dashboard ou de son petit tableau ou de son petit PowerPoint qui va bien. Moi, mon message, c'est celui-là aujourd'hui, c'est vous avez une énorme opportunité, tous, de prendre plus de pouvoir et plus de place dans les organisations. Et donc, globalement, vous avez la possibilité de vous retrouver au centre de ces trois-là et de monter sur la strate de l'entreprise qui est plutôt la stratégie. Ça, c'est la première compétence. La deuxième compétence, c'est la partie justement éthique, sur la partie, on va dire, donc moi j'ai appelé ça firewall éthique. Vous comprenez la logique, c'est une espèce de pare-feu entre l'IA qui est producteur de valeur, mais qui produit ce qu'on peut appeler du plausible. Une fois, il faut quand même vérifier ce qu'elle produit, cette IA, et la partie humaine qui, elle, produit normalement du vrai. Et donc, vous êtes au milieu de cette partie-là, et vous avez la possibilité demain d'être un peu le garant de la cohérence de ce que d'un côté ce que va produire l'IA et de ce que l'entreprise finalement va produire en tant que telle. Alors, je me suis posé moi-même la question, c'est pour ça que j'ai fait ce commentaire-là dans le slide, c'est ce côté un peu évident, et je pense que, encore une fois, j'en ai entendu parler ce matin et en début d'après-midi, sur cette partie évaluation, orchestration au milieu entre l'IA et finalement ce qu'on veut finir par produire. Ouais, mais moi, je le mets bien là, parce que, de mon expérience en tout cas, c'est pas si évident que ça. Loin de là, cette capacité à être un peu un garant de ce que va produire l'IA et d'avoir ce regard critique sur ce qu'elle produit dans les entreprises, c'est pas si évident que ça. C'est pas donné, à mon sens, à tout le monde. Et je pense que c'est quand même des skills qu'il faut aller développer et montrer qu'on est capable de le faire, donner ce genre de garantie à l'organisation. Donc, j'insiste sur cette partie éthique et morale. La troisième compétence, c'est encore une fois, je souris parce que je sais ce que je vais dire et ça me fait déjà rire, mais c'est une approche, donc ce qu'on peut appeler le player coach. Donc finalement, une démarche, je le mets sur cette partie un peu en haut là. Bascule la contribution technique individuelle au coaching protecteur du système, mais aussi des collaborateurs. Finalement, le rôle du manager, c'est pas tant d'avoir des KPI, c'est de limiter justement la charge cognitive, la charge mentale de ses équipes. Mais, et c'est mon petit rôle, de là à évoquer le retour du Scrum Master
Mais évidemment, on l'appellera autrement, hein, un IA master, un team master, un whatever. Il n'y a qu'un pas, parce que, encore une fois, l'enjeu dans les organisations il me semble que ça va redevenir un sujet. Bref. Et donc, sur le player coach, il y a à minima quatre verticaux à mettre en lumière. Alors, le focus sur le recentrage sur la haute valeur, ça, aujourd'hui, les managers, ils ne le font pas. Et vous êtes, à mon sens, pour connaître quand même cet univers-là un petit peu, vous avez déjà cette culture-là, et en règle générale, c'est quelque chose que vous revendiquez, c'est quelque chose que vous demandez. Donc finalement, là où jusqu'à présent vos managers n'étaient pas tant que ça orientés sur la valeur et plutôt étaient orientés sur l'indicateur, eh ben, vous avez cette première possibilité de prendre cette partie-là dans votre boulot pour enfin orienter finalement les équipes, les priorités des équipes et des projets vers cette fourniture de haute valeur ajoutée. Le deuxième, c'est le pilotage de la compétence. Il est bien évident qu'à partir du moment où le middle management va évoluer, il y a tout un tas d'autres jobs dans l'entreprise qui vont évoluer. Ça sera forcément un fort enjeu pour les entreprises de se réadapter, de changer les fiches de poste, d'amener finalement des compétences un peu nouvelles et d'évaluer la pertinence des collaborateurs et leur rôle dans l'entreprise au regard des évolutions que l'IA va apporter. Le troisième, c'est l'enjeu de formation. Je vais insister particulièrement sur ce troisième-là, parce qu'il me semble que c'est quand même un énorme enjeu dès aujourd'hui, mais à partir de demain encore plus. Les enjeux de formation. Aujourd'hui, attendez. En règle générale, vous vous formez à l'IA, vous vous formez aux outils, aux frameworks, à tout ce que vous voulez d'un point de vue technique. Et en fait, à partir du moment où l'IA va devenir une source de création sans limite, finalement, l'élément de blocage et l'élément, le goulot d'étranglement, ça va être la créativité des demandeurs, des personnes qui sont finalement à l'origine des projets. Et donc, il y a un énorme enjeu de former vos interlocuteurs non-tech, très probablement, mais bon, tech aussi, non-tech au champ du possible que peuvent amener aujourd'hui, de manière générale, le digital, l'IA, le vibe coding, etc. Parce que finalement, c'est ça qui est limitant, qui sera limitant dans votre quotidien. On n'a pas plus d'idées que ça, on n'a pas plus de projets que ça, donc on n'en fait pas plus. Alors, former ces intervenants externes à votre univers à vous, moi, me semble clé. Et la partie mentoring, c'est pareil, hein, j'ai réentendu un chiffre que je connaissais plus ou moins sur la baisse significative des embauches pour les juniors. C'est une réalité. Alors, je ne l'ai pas remis en statistique, j'aurais pu. La partie mentoring va devenir aussi prépondérante. Comment est-ce qu'aujourd'hui, à l'ère de l'IA, où finalement les jeunes sont moins embauchés qu'à une autre époque, comment on fait pour les intégrer et comment on fait pour les faire rentrer dans les organisations? Il me semble que c'est aussi un gros sujet pour les managers de demain. Donc, player coach. Topologie réseau, c'est la quatrième, c'est vraiment d'être capable de travailler en réseau. Bon, ça, je pense que je ne vais pas vous apprendre grand-chose là-dessus, mais ça veut dire qu'à un moment donné, toutes les fonctions plus ou moins de l'entreprise, que ce soit interne ou externe, vont se mettre à interagir avec vous, potentiellement demain manager. Donc c'est à la fois la direction, c'est à la fois les outils IA, c'est à la fois des enjeux de qualité, c'est à la fois des enjeux de data, et toute la déclinité de la data, qualité, gouvernance et autres. C'est évidemment la partie client. Et donc, cette quatrième, on va dire, compétence, c'est comment on fait pour avoir un œil sur à peu près tout et être conscient de tout ce qui se passe autour de nous. Cinquième compétence, on va appeler ça Grant New Privilege. C'est un peu c'est une proposition d'évolution, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la perspective du manager de demain, c'est un peu de sortir de sa zone de confort. En tout cas, c'est de sortir un peu de sa zone de confort. Aujourd'hui, vous êtes peut-être encore dans une partie gestion des erreurs logicielles.
Mais à partir du moment où on sort de la partie pure technique, on vient interagir avec le client, la stratégie, on va se mettre un peu plus à avoir des rôles sur la gestion des incertitudes métiers. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser beaucoup plus au métier. Ce matin, il y avait une réflexion sur allons-nous être grand remplacés? Et le nous vous concernait en tant que développeur en grande majorité. Et il y avait à un moment donné une espèce de... On a un peu touché du doigt la perspective que non, c'est peut-être pas le développeur qui va être grand remplacé, peut-être le product owner qui va être grand remplacé. Parce que finalement, cette montée en gamme et cette capacité à interagir avec les solutions d'IA vous amène un bon an, mal an à avoir de plus en plus un rôle de PO, ou en tout cas à en assumer des parties, ou voire plus que ça. Et donc finalement, s'intéresser beaucoup plus au métier. Et en règle générale, c'est un discours que j'entends souvent, d'avoir une approche, oui mais j'ai besoin d'avoir un feedback de mes utilisateurs quand je développe. Et finalement aujourd'hui, il y a cette strate de PO qui le fait, ou pas d'ailleurs, mais normalement c'est plutôt à elle de le faire. Ouais, bon, ça dépend. Voilà. Donc finalement, monter aussi sur ce type de prérogatives, d'aller chercher beaucoup plus de contact avec les métiers. Le deuxième, c'est la partie optimisation d'API et de flux. Donc ça, c'est plutôt le quotidien d'un développeur. Demain, avec l'automatisation, les agents, le multi-agent, finalement, une démarche beaucoup plus... On revient en fait à des quasiment... Moi, je trouve qu'il y a des moments où on revient à des fondamentaux de l'informatique des années 80. On avait plus ou moins laissé de côté parce que c'était un peu chiant, c'était un peu l'informatique old school. Et finalement, on en revient à des fondamentaux. Orchestration home-machine, je pense que je n'avais plus entendu ce terme-là depuis longtemps. IHM ou des choses comme ça. En fait, si, on en revient, puisque le multi-agent, c'est beaucoup ça. Et puis, sur le dernier paradigme, c'est le refactoring de dette technique versus la réduction de la dette cognitive. C'est que finalement, cette prise de conscience qu'on va tellement vite, on peut tellement tout faire en très peu de temps, que finalement, le champ du possible devient immense, sauf que je pense que ça va mettre des gens dans le rouge. Et si on ne s'en rend pas compte, si on n'a pas cette conscience que nos équipes peuvent vite basculer du « tout va bien » à « en fait, je me suis grillé », on va avoir de plus en plus d'enjeux de burn et de problèmes d'équipes saturées, en fait. Voilà. Donc, c'est la partie 5e compétence. Il me reste 2 slides. En synthèse, une phrase un peu toute faite, l'IA exécute, les développeurs dirigent. Ça, c'est mon vœu pieux depuis 15 ans, 20 ans, je sais pas. Il me semble que c'est vraiment aujourd'hui encore plus vrai que ça l'était à une autre époque. Il y a plein d'interviews de chefs d'entreprise ou de dirigeants d'éditeurs, en tout cas de boîtes tech, qui font ce constat-là, que finalement, et peut-être qu'en France, c'est d'autant plus vrai qu'ailleurs, je ne pourrais pas vraiment avoir d'avis, mais peut-être, il n'y a pas assez de tech à la tête de boîte. Il n'y a pas assez de tech qui ont compris que manager, ça ne veut pas dire faire du reporting, ça ne veut pas dire comment faire de l'administratif et des PowerPoints. Ça veut aussi dire l'idée, ça veut aussi dire porter une vision, ça veut aussi dire embarquer son équipe, ça veut aussi dire avoir la conscience des impacts des évolutions technologiques sur ses collaborateurs. Ça veut dire beaucoup de choses et c'est pas que le côté si t'es devenu manager, c'est que tu as raté ta vie. J'ai entendu de très nombreuses fois ça. Si le modèle de management, c'est celui qu'on connaît et qu'on a tous en tête, c'est probable. Si c'est un modèle de management qui correspond un peu plus à ce que je vous ai présenté, j'espère que c'est quand même un peu plus désirable. Voilà. Et donc, globalement, le message que j'ai aujourd'hui à vous partager, c'est un message de prise de pouvoir, de reprise de pouvoir. Je vous laisserai, je pense que tout le monde a plus ou moins lu cette partie-là. En fait, il y a une vraie opportunité là-dessus. Yes, t'inquiète. Et puis après, j'ai pas pu m'empêcher, parce que Colin m'a quand même significativement astiqué pour que je fasse cette conférence, en tout cas pour que j'en fasse une.
Donc, je pouvais pas quand même... Alors, c'est l'avant-dernier slide pour le coup. Je pouvais quand même pas ne pas le citer, parce que pour le coup, il m'a quand même significativement... Hein? Non, c'est pas de toi, mais je l'ai entendu tellement de fois dans ta bouche que... Voilà, je sais. Donc, cette phrase « mieux vaut demander pardon que permission », qui lui a valu quand même un certain nombre de problèmes. Et à moi aussi, au passage, d'ailleurs. Parce qu'il fallait que je récupère tes conneries. Donc, voilà. Et en vrai, malgré le fait qu'il ait significativement... il m'ait amené significativement des problèmes avec tout un tas de clients, voire tout un tas de collaborateurs aussi, d'ailleurs, il se trouve que je lui donne quand même raison. Et il vaut mieux demander pardon que permission. Donc, à un moment donné, prenez le contrôle de vos organisations, parce que je pense que vous êtes quand même bien mieux placé que n'importe qui pour demain. Voilà. Et encore une fois, j'ai un tout dernier slide. C'est des perspectives pour demain. Donc, c'est un peu... Donc, c'est des... Comment dire ? C'est mes pistes de réflexion que je partage avec 2-3 personnes ces derniers temps. Bon, finalement, vous n'êtes pas obligé de devenir manager demain. Ce que je vous dis, je vous suggère de prendre le pouvoir, mais vous avez encore la possibilité de pas du tout aimer ça et de pas du tout être attiré par ça, et que finalement, ce que je vous ai présenté, ça vous corresponde pas. Alors, j'ai fait du coup une sorte d'arbre. Voilà. Première catégorie, c'est non, mais moi, ça m'intéresse pas du tout. Je veux rester développeur et surtout, je veux rester indépendant. La première suggestion, en particulier si vous êtes indépendant. La première suggestion que je peux vous faire, c'est en fait d'être multi-client. Et finalement, pas d'être multi-client au sens 2 jours l'un, 3 jours l'autre. Non, d'être multi-client au sens, en fait, comme je suis capable de produire beaucoup de valeur dans ma journée, en fait, j'en prends 2. Je facture 2 fois. Pour de vrai. Ou 5. Bon, après, je vous ai parlé du burn et de la dette cognitive. Et je ne suis pas censé vous dire de prendre 5 clients. Après, si vous êtes capable de le faire, faites-le. Hein, mais bon, déjà 2, parce que finalement, entre le temps où une IA génère du code pour l'un, vous pouvez peut-être passer sur l'autre et réciproquement. Et en fait, personne n'en saura rien que vous avez 2 clients à partir du moment où le job est fait. La deuxième suggestion, c'est quand même de rester développeur, mais je veux rester en CDI. C'est un peu plus compliqué parce que du coup, votre boîte va quand même avoir quelques difficultés à facturer 2 fois. Alors que je suis sûr qu'il y en a qui le feraient. Mais à ce titre-là, y a un autre paradigme qui peut rentrer en ligne de compte, c'est d'accepter que finalement, un temps de travail de 8 heures par jour n'a pas tant de ça de sens. Que finalement, à partir du moment où j'ai dépilé et j'ai fait ce pourquoi on m'a demandé d'intervenir, voilà, je fais autre chose. Je fais autre chose, je lis, je sors, je fais du sport. Enfin, en tout cas, encore une fois, le job a été produit. Oui, je l'ai fait 2 fois plus vite avec l'IA. Au lieu de travailler 8 heures, j'en travaille 4. Ça paraît... Je ne sais pas si le droit du travail me donne vraiment raison, mais en attendant, c'est faisable. Voilà. Et le troisième, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Je ne sais pas modestement si c'était vraiment le cas, mais en tout cas, c'est quand même intéressant et j'ai envie, en effet, de faire évoluer ma manière de travailler, de prendre des responsabilités, en tout cas de prendre des parties de tout ce que je vous ai présenté. Et finalement, il me semble qu'à partir du moment où vous rentrez dans cette catégorie de manager augmenté, d'ingénieur augmenté, et vous êtes capable de porter et d'acquérir finalement les différentes compétences que je vous ai présentées, en fait, pour demain, vous êtes bankable au possible. Parce que finalement, c'est à peu près ce que les entreprises vont rechercher. Quelqu'un qui est capable, ou quelqu'une, qui est capable d'être à la fois dans l'empathie, dans les enjeux de formation, dans la résilience de ses équipes, dans porter une partie de la vision stratégique tout en étant quand même dans les enjeux techniques et dans le développement, en fait, c'est la personne parfaite. C'est un poste au lieu de 3. Donc, autant vous dire que pour beaucoup d'entreprises, vous serez le super salarié, le super agent. J'ai fini. Stress.
10 minutes, ça devrait aller. Voilà. Donc, c'est 3 pistes que je vous présente ce soir. Voilà. Et je vous remercie pour m'avoir écouté. Je suis en capacité de prendre des questions et des remarques sur ce que je vous ai présenté. Salut. Merci pour la conf. En fait, il y a plein de sujets avec lesquels je suis complètement raccord avec toi, parce que je bosse énormément sur de l'IA, plus de direction d'entreprise, etc., etc. L'un des trucs qui me flingue particulièrement, si tu veux, c'est qu'on est à peu près tous raccord sur le fait de dire qu'on est en train de vivre une grosse révolution industrielle du métier et que, grosso modo, tout le monde l'adresse comme on a toujours fait, en fait. Ouais. Et ça me flingue particulièrement puisque, grosso modo, on accepterait par exemple, plus du tout de bosser sans CI, sans CD, etc., etc. Mais on accepte de prendre 20 développeurs, de les mettre derrière un terminal et puis roule ma poule, essayer de prompter en disant coucou, fais-moi un site internet, quoi. Ouais. Est-ce que tu as un avis sur tout ça? L'avis que j'ai, c'est celui que je vous ai partagé, c'est prenez le pouvoir, en fait. C'est toujours la même chose. C'est qu'à partir du moment où Non, mais ça paraît... Je m'excuse à l'avance, mais c'est vrai que ça paraît facile comme réponse. Parce qu'en vrai, dans la mise en œuvre, elle n'est pas si facile que ça, ma réponse. On est d'accord. Hein. Mais c'est toujours... En fait, à partir du moment... J'aurais tendance à dire qu'à partir du moment où, quel que soit l'individu, cet individu laisse un autre individu décider à sa place, il lui donne énormément de pouvoir. Il lui laisse le pouvoir d'avoir de l'impact sur lui et d'avoir cette capacité à le frustrer et à l'amener finalement à rester dans son rôle d'exécution, dans ce rôle de production bien plus supérieur à finalement un manager ou en tout cas un manager intermédiaire, mais il est quand même encore en dessous, il reste en dessous. Il reste dans la hiérarchie, dans la pyramide, dans la capacité à décider, dans ce qu'on lui autorise à faire en dessous. Moi, mon message aujourd'hui, c'est de dire stop. En fait, aujourd'hui, il n'y a, à mes yeux, et j'aurais été capable de dire ça il y a 10 ans encore, et forcé de constater que j'aurais pas eu raison parce que ça ne s'est pas tant produit que ça. Mais aujourd'hui, 2026, je ne sais pas, est-ce qu'il te manquerait encore quelque chose pour prendre ce fucking pouvoir à un moment donné? Je redis la question. Tout est une question de qu'est-ce que tu apportes. En fait, ça c'est valable dans une relation employeur-salarié, mais ça ne l'est pas en prestat de service. C'est pour la captation. Vas-y, je t'en prie. Ah oui, pardon. Alors la relation, elle est biaisée. La relation prestataire, en tout cas contracteur-contracté, elle est un peu biaisée parce que c'est compliqué en tant qu'externe. Bon, je crois que je suis bien placé pour le savoir, Marine est en train de rigoler. C'est très difficile quand tu es externe à une organisation d'avoir cette capacité à décider, en tout cas à orienter à minima le reste de l'organisation en interne. Il n'empêche qu'il y a quand même une capacité à bousculer. Encore une fois, le middle management, soit il se renouvelle, soit il gicle. Et je pense qu'il y a quand même à terme une place à aller chercher, même en tant que prestataire. J'avoue que c'est potentiellement plus compliqué. Je pense que c'est quand même possible. Tu vois, finalement, ça a pris combien de temps d'imposer les CI/CD, peut-être à des managers à une autre époque qui n'y voyaient absolument aucun intérêt. Et finalement, ça s'est fait. Donc, les choses peuvent évoluer malgré tout. Et je pense que c'est un état d'esprit aussi. Et je pense que c'est aussi une manière de... Cette presse-là, elle n'a pas que vocation à être top-down en mode de « Ah, vous avez découvert des trucs incroyables avec ma présentation ». C'est aussi un message de prise de conscience et d'amener finalement de la volonté que ces choses-là évoluent. Voilà. D'autres questions? D'autres choses? Ça va être un peu compliqué pour exprimer. J'ai un petit peu du mal pour dire comment prendre le pouvoir, sachant qu'il y a quand même un gros lobbying au niveau du middle management pour justement que rien ne change. C'est-à-dire que voilà, les gens, ça les arrange bien, et ça, quelles que soient les organisations. Et au plus elles sont grosses,
et au plus les gens ne veulent pas que ça change. Moi, j'aurais tendance à répondre que déjà aux États-Unis, les gens ont déjà viré, que ça reste. Ils l'ont prise la décision. Probable que d'autres entreprises suivent. Je pense qu'il y a aussi un coup à jouer sur les entreprises plus nouvelles, bon, type start-up, mais pas que. Où finalement, elles ne se sont pas encore encroûtées dans une bureaucratie et dans une. Peut-être. Après, je pense que c'est une capacité à montrer. Peut-être qu'il faut parler à la strate du dessus. Peut-être qu'il faut montrer que vous êtes capable de faire des choses à une strate qui n'est pas une strate de middle management. De toute façon, l'employabilité, elle va changer. De toute façon, il est fort à parier que les boîtes vont se poser des questions sur le recrutement de cette strate-là, sur les compétences dont elles doivent disposer ou acquérir. Et finalement, il peut y avoir des opportunités professionnelles en étant visible dans vos organisations, que finalement vous puissiez prendre des places. Encore une fois, la nature a horreur du vide. À partir du moment où il y a quelqu'un un rôle va s'estomper, un pouvoir va s'estomper, soit c'est quelqu'un de l'extérieur qui vient et qui le prend, soit c'est quelqu'un de l'intérieur qui le prendra. Quoi qu'il arrive, il faudra bien que quelqu'un le fasse. Hein. Mais bon, ça prendra du temps, hein, c'est sûr. Peut-être ça aussi. Ouais. Merci. En tant que manager, du coup, demain sur une équipe de tech, quel serait l'indicateur, la métrique, pour savoir si, alors, je ne sais pas comment le dire, mais si tout va bien. Je sais qu'aux US, aujourd'hui, la seule métrique qu'ils ont, c'est en gros le nombre de tokens qui est bouffé, quoi. Ouais. Ce qui n'est pas un très bon indicateur à mes yeux. Mais est-ce qu'on peut vraiment avoir une métrique sur le nombre de tâches faites ou pas, parce qu'en fait, du coup, si l'IA va vachement plus vite, à quel moment, du coup, est-ce que l'indicateur va juste pas disparaître et du coup, c'est ce que tu disais, le rôle va tellement évoluer manager qui sera plus sur l'orchestration du coup humaine. Ouais. Tout ça. On est sur des organisations, en fait, toute organisation entreprise ou humaine, d'une manière ou d'une autre, moi je l'ai observé encore plus peut-être ces dernières années, a comme indicateur son taux d'occupation. Est-ce que les gens sont occupés dans leur quotidien? C'est-à-dire, globalement, c'est un peu binaire. Est-ce que tu fais quelque chose ou est-ce que tu fais pas quelque chose? Donc, si tu viens pas au bureau et que tu pionces, tu fais pas quelque chose. Et puis après, donc ça, c'est pas bien ça. Est-ce que tu as suffisamment de points dans ta journée, dans ton agenda? Voilà. Alors, si c'est le cas, c'est bien. Tu as un agenda rempli, c'est un très bon critère pour dire que la personne fait quelque chose. Et puis, si ton agenda est vide, c'est qu'a priori, tu fais pas grand-chose. Donc, ça, c'est un problème. Ce sont des indicateurs qui sont full bidon, ça. Et du coup, l'indicateur sur la génération de tokens, c'est tout de la même manière, parce que je peux parfaitement lancer une utilisation d'une IA en lui disant de faire un truc débile, dont je vais absolument pas me servir, qui va se mettre à cramer du token comme Jaja, et au final, je vais donner l'illusion à toute mon équipe managériale, voire à mes collègues. Peut-être que mes collègues ils vont finir par se rendre compte que j'ai pas produit grand-chose en fait. Mais en tout cas, mon management, il va se dire, putain, si lui, il crame du token, hein, c'est bien, hein, franchement. Et il a fait la traduction japonais, la traduction vietnamien, la traduction... Ouais. Ça bouffe pas mal de tokens. Ouais, bon voilà. Donc au final, c'est complètement bidon. Et alors, les bons indicateurs, en fait, encore une fois, c'est des indicateurs. En fait, ça va, pour moi, c'est censé, à un moment donné, obliger les entreprises à poser leur vision. Alors, globalement, c'est quoi une vision? C'est tu veux être où dans 3 ans? Tu veux être où dans 3 ans? Et le où, la réponse, elle est multiple. Ça peut être un enjeu de chiffre d'affaires, ça peut être un enjeu de diversification, ça peut être passer à l'international, ça peut être se décarboner. Je regarde Cédric dans ce genre d'enjeu. Je veux être où dans 3 ans? Je veux que toute ma production industrielle soit décarbonée. Voilà, c'est là où je veux être dans 3 ans. Et après, les mesures d'indicateurs qui ont du sens, c'est des mesures d'atteinte de ces objectifs-là. Ça a du sens. Après, le côté combien de tokens tu as cramé, combien d'heures tu as fait dans ta journée, franchement, on s'en fout. On a atteint l'objectif ou on ne l'a pas atteint? On est sur le chemin de l'atteindre ou on n'est pas sur le chemin de l'atteindre? Ça, c'est des questions fondamentales. Break? Bon, je ne prendrai pas d'autres questions.